Bonjour, ici Sébastien Gourrier, fondateur de SG Autorépondeur. J'ai plaisir à vous retrouver dans cette quatrième vidéo de cette série au sujet du RGPD pour vous aider à vous mettre en conformité en toute sérénité. Aujourd'hui, dans le cadre d'une interview, je suis aux côtés de Alison. Bonjour Alison. Bonjour Sébastien. Et donc merci de nous prêter un petit peu ton temps et ta présence ici est la bienvenue puisque nous allons évidemment répondre à des questions qui ont été répertoriées de la part de nos utilisateurs et également de la part de participants à diverses conférences en ligne que j'ai pu donner sur Internet à plusieurs reprises. Donc de ton côté, Alison, tu as pratiqué le droit pendant 6 ans. Oui. Ta dernière année de Master 2 a été aussi même l'occasion d'éplucher ce sujet RGPD en long, en large et en travers, n'est-ce pas? Oui, on a abordé le sujet autour d'une table ronde avec des professionnels. Donc on a décortiqué le sujet, on va dire. Donc voilà. Ah, et c'est très appréciable. Et donc, effectivement, tu travailles au sein de notre société pour au moins 4 mois pour C'est nous ça. assurer au sein de SG Autorépondeur que toute cette mise en œuvre, finalement, qui a duré déjà quand même plusieurs mois avant, soit finalisée sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? C'est ça. Donc merci en tout cas de ta présence. Et donc nous allons évidemment aborder avec vous quelques questions parce qu'il y a effectivement des sujets aussi encore qui sont délicats à élucider. On sait aussi que d'ailleurs la jurisprudence quelque part va nous donner des réponses plus tard. Je pense que dans les mois à venir, on va avoir des réponses. Et malgré ça, on a la possibilité aujourd'hui, avec des fondements solides quelque part, de Mm. pouvoir vous éclairer sur certains sujets. Et puis en plus, sans oublier que nous sommes bien entourés au sein C'est de SG ça. Mm. Autorépondeur. Hormis ta présence, derrière toi, tu as aussi la possibilité de creuser grâce à un professeur. Oui, un professeur émérite qui travaille pour une organisation internationale de police, donc qui est très basé sur les questions de sécurité, donc le RGPD en fait partie, et d'autres professeurs chercheurs qui ont des compétences dans ce domaine aussi. Et puis, si bien que même ton professeur émérite a même participé à l'élaboration de La loi informatique fichier et liberté de 1978. donc la toute La première toute loi première quelque loi part. référente pour les données personnelles. Donc une pointure finalement dans le domaine. Mm. Et également de mon côté, je me suis formé auprès d'un docteur en droit, donc réputé dans les nouvelles technologies, spécialisé aussi dans justement l'informatique et les libertés, si bien que reconnu de sa réputation, il a été sollicité en tant que consultant auprès du cabinet du Premier ministre français. Et donc je me suis formé en fait auprès de lui, Thibaut de Vergran. Si tu regardes cette vidéo, merci en tout cas d'avoir vraiment avec brio assuré cette formation. 2 jours intensifs. Merci par contre pour les 400 pages à digérer derrière, que ça m'a pris plusieurs semaines. Et en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir eu une méthodologie, une structure qui nous a été proposée par aussi cette pointure également. Alors, Alison, est-ce que tu es prête pour cette série de questions? Allons-y. Allons-y. Alors, la première question, c'est que dit le RGPD par rapport au B2B? Alors avant, la CNIL opérait une distinction entre le régime B2B et B2C. Aujourd'hui, on ne peut plus parler vraiment d'une distinction. On peut élaborer des pistes de recherche, notamment en prenant en compte les définitions de données à caractère personnel et de traitement. Hmm. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est une donnée toute information qui identifie ou qui permet d'identifier une personne. Donc, notamment l'adresse mail Mhm. d'une personne, même si c'est une adresse professionnelle qui comporte le nom et le prénom d'une personne, correspond à la Ah oui, définition. exact. Donc, à ce moment-là, pour échapper à ce régime, il faudrait se baser sur des adresses mail comme société.com ou des noms très basiques comme restaurant.fr ou autre chose. Et où Et ça comme ça, commence? le RGPD ne s'appliquerait pas. D'accord. Et où ça commence aussi par contact Contact arrobase, arrobase aussi, support voilà. arrobase, et qu'il n'y ait pas de Exactement. mention. C'est ça. Ok. Alors effectivement, en plus, nous, en tant que prestataire de services et donc solutions d'emailing, on est aussi soumis à un risque supplémentaire qu'on appelle, nous, dans notre domaine, le risque métier, puisque
en termes de contraintes, nous avons aussi les contraintes de filtre anti-spam et leurs exigences, ainsi que, donc nous on appelle ça les contraintes de délivrabilité. Et en réalité, ce qui veut dire que chez nous, à la base, nous étions un petit peu, pour pouvoir nous préserver en fait de toute sanction de blocage d'adresse IP, donc qui ne sont pas des sanctions légales, quelque part, qui sont des sanctions techniques. Eh bien, on était obligé de demander à nos utilisateurs que les fichiers qu'ils voulaient utiliser au sein de notre plateforme respectent bien sûr le principe du consentement, qui est un principe aujourd'hui qui s'est un peu plus globalisé finalement avec le RGPD. Et en fait, ce qui veut dire que par rapport à ça, on s'est aussi rendu compte qu'un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'il y avait tu vas pouvoir confirmer ça Alison, mais dès lors qu'il y a une donnée, par exemple une adresse email qui contient justement, comme tu l'as dit, le prénom ou le nom, ou en tout cas qui permet d'identifier indirectement ou directement une personne, eh bien c'est le traitement entier qui est à considérer comme un traitement de données à caractère personnel. C'est ça. Donc voilà, finalement, quelque part, on n'est pas à l'abri parce qu'on est B2B, sauf si, comme l'a dit Alison, on sort du cadre de possibilité d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc ok, super. Et donc voilà pour la deuxième question qui est comment respecter l'archivage de la preuve de consentement. Donc pour la preuve du consentement, la meilleure façon de pouvoir l'archiver, c'est le double opt-in, comme SG Autorépondeur s'applique à le faire. Il me semble. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, si on n'opte pas pour le double opt-in, ça peut être facilement compliqué technologiquement, notamment en pensant prendre la capture d'écran du formulaire. C'est assez compliqué à mettre en place, je pense. Donc, Alors, si je comprends bien, soit en fait on n'utilise pas le double opt-in, mais ça nous obligerait quelque part à prendre en capture d'écran le formulaire sur lequel la personne s'est inscrite au moment où elle s'est inscrite, comme étant une preuve de son consentement. Parce que finalement, dans le simple opt-in, on a aussi quand même maintenant la case à cocher également. C'est ça. Mais il faudrait que le responsable de traitement mette dans la case du registre qu'il a bien validé la case. D'accord. Je trouve que c'est moins probant que le fait d'utiliser le double opt-in. Ok, très bien. Effectivement, donc nous, on conseille depuis toujours le double opt-in face au simple opt-in. Il y a eu aussi beaucoup de débats en termes de résultats marketing. Et on a vu finalement dans la vidéo précédente comment l'utilisation d'une double opt-in n'impacte pas et voire même peut donner des occasions d'augmenter les taux de résultats dans en fait, la volonté d'augmenter son chiffre d'affaires. Et effectivement, le double opt-in nous préserve aussi de beaucoup de problèmes, notamment l'inscription par les robots. Donc ça, c'est encore, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, un risque métier. Du fait que les filtres anti-spam ont leurs propres contraintes, au-delà, bien sûr, du RGPD. Et c'est vrai qu'au niveau de SG Autorépondeur, donc du coup, nous avons mis en place ce qu'il faut pour que l'utilisateur qui s'inscrit par un processus double opt-in, ça vous permettre à vous, en tant qu'utilisateur, donc d'être facilement en capacité de redonner la preuve de consentement à votre prospect ou votre client qui peut le demander, parce qu'en plus il lui suffit de cliquer en bas dans le lien et donc à ce moment-là de consulter ces données et de voir en fait à quel moment il s'est inscrit, est-ce qu'il s'est bien inscrit, est-ce qu'il y a eu du double opt-in et par quelle adresse IP, etc. Donc merci en tout cas pour cette réponse étayée, Alison. De rien. Alors passons sans plus tarder à la troisième question qui est comment peut-on voir qu'une offre respecte le RGPD? Par exemple, je consulte une offre sur Internet, un site marchand ou quelconque. Comment je peux voir que ça respecte le RGPD? Beaucoup d'offres se diront conformes au RGPD, comme on peut le voir sur Internet en ce moment, mais seulement certaines respectent vraiment toutes les conditions. Il faut vraiment décortiquer toutes les offres, analyser, et c'est vraiment du cas par cas. Donc moi je conseillerais de regarder la politique de confidentialité, faire en sorte qu'elle soit claire et intelligible. Ensuite je regarderai les conditions d'utilisation et les conditions de vente.
Vérifier aussi la manière dont le consentement est recueilli. Donc, le double opt-in, comme on en a parlé, est conseillé. Donc, c'est un gage de fiabilité. Ensuite, le lien des abonnements sur les mails. Ah oui. Ça, c'est très important. Ensuite, on peut regarder aussi s'il y a la présence d'un DPO ou d'un SIL anciennement nommé. Alors, délégué à la protection des données, c'est ça. juste pour rappeler un petit peu le terme. Excusez-moi. Et ensuite, aussi regarder la fiabilité des prestataires. Oui. Si c'est indiqué, ça exprime qu'on est vraiment transparent avec le client. D'accord. La fiabilité aussi, les finalités explicites de la collecte des données. Donc ça, c'est dans la politique de confidentialité. Voilà. Ok. Donc s'il y a toutes ces informations, je pense qu'on peut se fier à l'offre. D'accord. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est une question qui va se poser de plus en plus pour les internautes, d'autant que les médias sont en train de s'occuper quelque part de les éduquer. J'ai vu encore récemment Télématin sur France 2 qui donne des informations, et donc l'internaute tout de suite il prend aussi quelque part une météorite, on va dire ça comme ça, parce que de leur côté, il y a parfois de la panique qui peut s'installer ou de la confusion. Donc, du coup, c'est vrai que c'est bien de pouvoir quelque part rassurer l'internaute. Surtout qu'il y a, dans le cas par exemple des achats sur Internet, beaucoup de gens ne lisent pas les conditions générales de vente. Donc, je pense que ça va les inciter à les lire à présent. Ah oui, très bien. Alors, passons à la question suivante. Si mon entreprise est hors Union européenne, notamment comme la Suisse, Alison, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, on peut voir que le RGPD est applicable normalement aux pays de l'Union européenne, mais la Suisse n'en fait pas partie. D'accord. Donc, on peut regarder la liste des pays au niveau de sécurité adéquat, dont la Suisse fait partie en ce moment. Mais bon, cette liste se renouvelle tous les 4 ans. D'accord. Donc, il faut faire attention et vérifier à chaque fois cette liste pour voir si le transfert est sans risque. Ensuite, le RGPD prévoit une application extraterritoriale. Donc, par exemple, une entreprise suisse sans présence dans l'Union européenne. Je vais citer l'article 3 du règlement européen. Des données de personnes qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne sont traitées et que les activités de traitement sont liées à l'offre, soit à l'offre de biens ou de services à ces personnes dans l'Union européenne, soit au suivi de comportements de ces personnes au sein de l'Union européenne, par exemple le profilage. Ensuite, il faut que l'entreprise envisage d'offrir des services à des personnes concernées dans l'Union européenne. La simple accessibilité du site web ou d'une adresse électronique ne suffit pas à établir cette intention. Ça veut dire quoi en français du coup? Donc même si la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, dès lors que celle-ci offre des biens ou des services à des personnes dans l'UE, le champ d'application s'élargit pour le règlement. Ok, donc en gros, clairement, c'est ça, c'est que, bon, la Suisse, quelque part, on a beaucoup d'utilisateurs chez les autorépondeurs qui sont suisses. Si vous avez des clients ou des prospects en Suisse, mais aussi en Europe, à partir du moment où vous en avez en Europe, le RGPD s'applique pour vous, même si vous êtes suisse. Et donc même si vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, dans lequel les pays membres de l'Union européenne ont choisi justement d'appliquer le RGPD. C'est bien ça, en fait. C'est ça. Ok. Et après, il y a une deuxième spécificité, c'est si nous, on est en Union européenne, mais qu'on veut faire appel à un sous-traitant suisse, ou autre pays, hors Union européenne, à ce moment-là, c'est ce que tu as dit en premier. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que le pays soit dans la liste des pays de niveau de sécurité, de niveau juridique suffisant, estimé par l'autorité de contrôle. La Commission européenne. D'accord, la Commission européenne. Et puis que le destinataire, c'est-à-dire l'entreprise vers laquelle on va se tourner pour gérer nos données, soit elle-même en mesure de présenter les garanties suffisantes. C'est ça. Ok. Donc il y a finalement deux aspects, et quoi qu'il en soit, chers clients suisses, vous êtes tenus d'appliquer la même façon que nous-mêmes, entreprises françaises. Alors, question suivante, je vais y répondre parce que cette fois-ci, elle m'a été apportée par ma source fiable que je vous ai citée au début de la vidéo. Comment ça se passe par rapport à PayPal?
Et en fait, donc PayPal, finalement, va agir pour nos entreprises en qualité de sous-traitant, parce qu'il peut donc gérer des données à caractère personnel. Par exemple, chez SG Autorépondeur, nous, quand le formulaire du bouton PayPal est transmis à PayPal, eh bien, en fait, on transmet une adresse email pour pouvoir identifier notre client, donc l'adresse email enregistrée au moment de l'inscription sur SG Autorépondeur, et puis le numéro client, donc un identifiant unique, mais finalement cet identifiant est relié à une personne, même si c'est indirectement. Et donc clairement, eh bien, dans le cadre d'un achat sur PayPal, pour nous, PayPal agit en qualité de sous-traitant et uniquement dans ce cadre-là, évidemment. Et ça a été donc la réponse qui m'a été apportée par ce docteur en droit en qui j'ai aussi entièrement confiance. Et puis après, c'est vrai que par rapport au bouton PayPal, quoi qu'il en soit, vu que même si on utilise finalement notre entreprise, on est utilisateur de PayPal, le client qui nous fait confiance, il est utilisateur de PayPal, donc PayPal c'est la plateforme, on va dire, qui nous relie tous les deux, mais quelque part, nous on va utiliser les données de la transaction pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire derrière, et donc voilà. Selon le docteur en droit, eh bien, Thibaut de Vergrane, merci pour cette réponse. PayPal agit en qualité de sous-traitant, ce qui nous oblige, pour nous, en tout cas chez SG Autorépondeur, à mentionner une petite phrase liée à cette transaction-là dans notre politique de confidentialité. Est-ce que ça te semble juste? Ça me semble exact, oui. Bon, ben parfait, donc comme ça on a deux confirmations. Alors la question suivante, Alison, c'est combien de temps peut-on garder ces données, les données à caractère personnel qu'on gère? Donc on va retenir plusieurs chiffres. Il y a 36 mois ou 3 ans pour les fichiers clients et prospects. Ensuite, 13 mois pour les cookies et 10 ans pour les documents comptables. D'accord, donc les factures par exemple. Voilà, c'est ça. Ensuite, on peut parler aussi des données bancaires qui doivent être conservées seulement pour la durée du traitement. D'accord. Sauf si on a eu le consentement express de la personne. De pouvoir en fait conserver les données. Ok. Bah ça, en fait, si c'est nous qui gérons finalement la transaction bancaire depuis notre site internet, c'est à nous de faire attention à ça. C'est ça. Par contre, si on fait appel à une plateforme qui gère ces transactions-là... Ce n'est pas à vous de faire attention à ça. Ok. J'aimerais juste revenir un petit peu sur les 3 ans, donc parce qu'effectivement, on est très concernés, nous, au sein de SG Autorépondeur, par le côté emailing et marketing, donc relations commerciales. Est-ce que finalement, on peut garder la donnée, légalement parlant, évidemment, de notre contact, prospect ou client, pendant 3 ans à partir de la date d'inscription ou de la date de consentement? Non, c'est à partir de la dernière mise en relation. D'accord. Donc si je dis pas de bêtises, les critères, on va dire, de dernière mise en relation, c'est le clic, ça peut être le fait de se réinscrire quelque part, de racheter un produit ou quoi, mais aussi l'ouverture d'un email ne compte pas comme Non, ça ne compte pas. Ok. Et bon, par contre, ma préconisation, évidemment, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que parce qu'il y a des contraintes aussi de délivrabilité, il vaudrait mieux s'abstenir de contacter la personne si elle n'a fait aucune de ces actions qu'on vient de lister à l'instant, eh bien, pendant déjà au moins 12 mois. Donc vous avez des règles à mettre en place au sein de votre compte SG Autorépondeur. Comme ça, tout ça c'est automatisé, vous êtes tranquille. Merci en tout cas Alison pour cet éclairage. De rien. Et donc, nous avons encore 2 dernières questions à voir ensemble, puisqu'il y en a encore d'autres, mais c'est vrai que l'interview, on voudrait aussi préserver votre temps, et puis on a aussi l'occasion d'aborder des questions un peu plus précises et pointilleuses grâce à l'accompagnement RGPD qu'on propose. Alors, question suivante, c'est faut-il relancer les inscrits à nos listes pour les informer des nouveaux changements? Est-ce que SG Autorépondeur dispose des outils nécessaires? Oui, il est conseillé d'informer les inscrits des nouveaux changements afin de répondre à l'objectif de transparence et respecter le droit à l'information. Donc, obtenir leur consentement positif si ce n'est pas déjà fait. En effet, SG Autorépondeur met en place des outils afin que les listes soient conformes au RGPD, notamment les campagnes de réengagement, nettoyage des listes et d'autres outils qui servent à la mise en conformité.
Donc effectivement, en tout cas, c'est vrai que grâce à ton travail au sein de SG Autorépondeur et pendant toute cette durée-là où tu vas être présente chez nous, Mm. c'est vrai que parfois je te demande de regarder et de vérifier effectivement si notre outil permet à nos clients d'être conformes RGPD. Et je te remercie de le confirmer. Et finalement, est-ce que les listes existantes, quelque part, pour lesquelles on n'a pas un accord réellement explicite, et que finalement on n'a pas non plus réussi à les réactiver, à réactiver ce consentement positif avant la date fatidique, est-ce que finalement c'est mettre à la poubelle tout ça? On peut distinguer plusieurs cas de figure. Les données personnelles d'un intéressé peuvent être traitées sans son consentement selon plusieurs cas détaillés dans le RGPD, notamment l'intérêt légitime du responsable de traitement. Mais c'est une notion assez floue, donc il faut vraiment creuser pour vraiment la comprendre. Et puis ça, c'est pas beaucoup, c'est pas toutes les entreprises. C'est ça, donc il faut vraiment faire attention et bien regarder toutes les distinctions dans le règlement. Ensuite, je vais vous lire le considérant 171 du RGPD qui précise qu'il abroge la directive 95 de 95 et que les traitements déjà en cours devraient être mis en conformité dans un délai de 2 ans après son entrée en vigueur. Donc ça voudrait dire qu'en fait on est déjà en retard et Ah, qu'on avait donc déjà 2 ans. on avait déjà Ah. 2 ans de retard. Donc tout le monde pensait que c'était quelques mois de retard, mais en fait c'était déjà 2 ans. Donc voilà, c'est assez Quelque part, en énorme. fait, à partir de 2016, C'est nous ça, étions censés faire tout ce qu'il fallait faire pendant 2 ans. c'est ça. Ok. Il faut parler aussi du principe de non-rétroactivité des sanctions, qui interdit de condamner une entité pour des faits qui n'étaient pas légalement répréhensibles au moment où ils ont été commis. Mhm. Donc ce principe empêcherait que le non-respect des formalités préalables à un traitement soit répréhensible. Ah, donc en fait, effectivement, alors j'ai vu aussi ça, j'ai fait quelques recherches il y a quelques semaines et j'avais aussi vu une publication de deux autres avocats. Ouais. Bon, là, j'ai pas gardé le document en question, mais c'était un document PDF et qui parlait, qui évoquait ça. Alors, cette partie, moi, par exemple, j'ai vécu ça pour de vrai, mais dans une autre application. Il y a eu un changement, en fait, quand j'ai eu une amende pour un excès de vitesse. Et en fait, c'est avec un véhicule de société. Je sais que c'est pas bien, pardon Alison, mais du coup, effectivement, il y avait en fait une nouvelle disposition qui faisait que les véhicules de société, il fallait dénoncer le conducteur. Je crois que c'est à partir du 1er janvier 2017. Et sauf que la contravention, en fait, l'excès de vitesse a été fait en décembre. Et le 1er janvier 2017, c'est l'application. Donc là, par exemple, pour le RGPD, c'est le 25 mai 2018 l'application. Et donc, ce qui avait la contravention, l'excès de vitesse a été constaté avant l'application. Et par contre, en février, j'ai reçu l'amende. Et ils m'ont dit que je devais déclencher, que je devais dénoncer. Je ne l'ai pas fait. Donc derrière, j'ai reçu une autre amende de 450 euros. Et là, j'ai fait valoir effectivement ce principe de non-rétroaction. D'accord. Et donc du coup j'ai fait, alors je me suis servi de modèles qu'il y avait sur internet, qui avaient été décortiqués aussi par des avocats, avec des phrases types. J'ai envoyé ça comme étant je sais plus comment on appelle ça, une opposition. Mhm. Et du coup effectivement ça a été entendu comme ça, donc je n'ai pas eu cette amende de 450 euros. Ça voudrait dire que là, vis-à-vis de la gestion des données, je pourrais, pour mes listes avant RGPD, où je n'avais pas respecté le principe de la case à cocher, le principe du consentement positif, clair, univoque. Bon, je mets ces listes de côté, je peux encore les contacter, mais voilà, en prenant quelques risques quand même. C'est pas forcément notre préconisation non plus, hein, Alison, Mm. de C'est s'appuyer ça. sur ce principe de Oui, là rétro. c'est vraiment basé sur les sanctions, donc c'est juste pour pas avoir de condamnation, mais il faut quand même appliquer le règlement. C'est pas, Ok, bon, c'est pas. on s'entend bien. Très bien. Merci en tout cas, Alison, pour l'ensemble de ces questions et du coup de ces réponses éclairées, très pertinentes. J'espère évidemment que ça vous a apporté aussi un éclairage pour vous. N'hésitez pas du coup à nous le préciser via nos réseaux sociaux et en commentaire également. Et Alison, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à t'intéresser au droit, à te lancer dans cette branche-là et puis aussi à rejoindre SG Autorépondeur? Alors, tout ce qui est domaine des nouvelles technologies, du numérique m'intéressait beaucoup. Et en fait, par rapport à mon cursus
universitaire, j'ai pu découvrir un peu toutes les branches du droit et c'est celle qui me plaisait le plus. Donc, avec le nouveau règlement, quoi de mieux pour évoluer et participer activement au lancement d'une loi et d'un règlement. D'accord. Donc, voilà. Et SG Autorépondeur, pourquoi? Parce que c'est une société atypique et j'avais envie de participer à un projet comme celui-ci qui s'intéresse vraiment à ce qu'un client demande. Voilà. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ton authenticité, ta sincérité et puis finalement ta disponibilité également. Et puis donc, on se retrouve peut-être pour une prochaine interview sur d'autres sujets clés. Mais en attendant, je vous souhaite effectivement eh bien, à nouveau une excellente mise en conformité RGPD. Et puis si vous le souhaitez, finalement, vous savez aussi que je peux mettre à disposition, en tout cas SG Autorépondeur peut mettre à disposition notre juriste interne pour les personnes qui désiraient déléguer davantage cette mise en conformité, puisqu'on pourrait s'occuper de dossiers complets, hein, effectivement. C'est ça. On pourrait rédiger les conditions générales de vente ou la politique de confidentialité, vérifier que tous vos documents soient aux normes. De toute façon, vous avez les détails évidemment dans le bouton en dessous de cette vidéo. Tout est détaillé, vous allez d'abord remplir le formulaire de candidature et ensuite on va évidemment, grâce à ce formulaire-là, vous donner accès derrière aux détails de l'offre qui comprend, comme je l'ai précisé d'ailleurs de toute façon, dans les 2 précédentes vidéos, de ce qui est compris, de ce qui est compris dans cet accompagnement RGPD personnalisé et dans lequel justement cet accompagnement, Alison va y intervenir avec beaucoup de soin et ça j'en suis certain. Merci en tout cas Alison. De rien. Et je vous dis donc à très bientôt, merci de votre écoute. Au revoir. Merci, au revoir.